Youpi, c'est la rentrée, on a nos cartables, on a nos plumiers, on a nos nouveaux classeurs, on a tout, presque, pour bien démarrer cette nouvelle saison, les Technos, saison 2, c'est parti avec le numéro 44. Et donc pour amorcer cette nouvelle saison, un nouveau numéro, donc je vous le disais, le 44e, avec cette semaine Marc qui nous a rejoint pour parler nouvelles technologies avec sa vision, comme toujours, hein, c'est la vision des technos qu'on vous propose, de l'actualité technologique, la vision également d'Adrien cette semaine pour bien démarrer l'année. Salut Adrien, pour bien démarrer l'année. On a l'habitude de le dire, c'est notre vision de l'actualité technologique, on ne vous parle pas nécessairement de toutes les nouveautés actuelles ou celles dont tout le monde parle. Par exemple, là, il y a le salon IFA qui s'en vient très rapidement à Berlin. Bon, les journalistes y sont, tant mieux pour eux. Ils en profitent certainement quelque part. Nous, on ne va pas nécessairement parler des machines à laver de Samsung, pour ne parler que de ce genre de choses, par exemple. Mais par contre, on pourrait vous parler d'une nouvelle montre connectée. On pourrait vous parler d'une nouvelle gamme de PC. Je pense à Acer, par exemple. Ça pourra faire l'objet d'un sujet la semaine prochaine, par exemple, Acer qui a sorti une nouvelle gamme de PC tout en un, qu'on a l'habitude de dire, qui est plutôt pas mal d'après ce que j'ai pu apercevoir. Si ça en vaut le coup, on en parlera. Si ça vaut pas le coup, on n'en parle pas. Ce sont les règles du jeu, vous les connaissez. Voilà. Donc on est parti, hein, les petits gars. Et comme à notre habitude, on démarre avec le courrier des auditeurs. C'est une règle qu'on s'est, on va dire, obligé depuis la saison dernière, c'est de répondre à vos questions quand vous nous en posez. Alors en général, on y répond directement là où vous posez la question, c'est-à-dire en commentaire d'une vidéo sur YouTube, via notre page Facebook, via Twitter ou via notre blog, ou via informaticien.be qui diffuse toujours également ce podcast. On y répond souvent à cet endroit-là, et puis des fois on y répond de manière plus générale, parce qu'on pense que la question et la réponse peuvent intéresser le plus grand nombre. Alors c'était le cas par exemple de Richard qui via notre page à propos. C'est peut-être pas l'endroit idéal pour poser les questions, pour le coup, la page à propos, bon ben soit. Mais on l'a pris en compte et on a laissé le commentaire en place, qui nous a donc posé une question, enfin qui nous envoie un message tout d'abord. Bonjour les technos, tout d'abord bravo pour votre super podcast, vous voyez pourquoi j'ai gardé le message. Présentation fort sympathique, intervenant de qualité, ma préférence allant vers Seb. C'est vrai que Seb c'est un personnage dans la bande, Seb qui achète tous les gadgets que ma raison m'empêche, ça c'est souvent le cas. Il y a une petite question pénible, soi-disant, il n'y a pas de question pénible, il y a que des réponses pénibles des fois. Une petite question pénible pour nous, y a-t-il une solution pour utiliser le Chromecast avec un Windows Phone, pas seulement pour YouTube, mais aussi avec d'autres applications comme Plex par exemple. Il nous rajoute bonne route à vous, etc., etc. Bonne route également Richard. On va essayer de répondre à cette question. C'est vrai qu'elle peut intéresser bon nombre de nos auditeurs. Marc, tu as toi-même répondu assez promptement à cette question. Alors oui, j'ai laissé une réponse à Richard. Effectivement, il y a par le fait des disparités qui existent entre Google et Microsoft, il n'y a pas de support officiel de la Chromecast dans les applications Microsoft, donc Windows Phone ne fait pas exception à la règle, ce qui laisse hélas comme autre choix qu'une application gratuite qui s'appelle Tubecast, qui permet de streamer des vidéos YouTube vers une Chromecast avec un Windows Phone. Seb, en grattant, a trouvé une autre application qui s'appelle AVcast, qui apparemment permettrait de le faire aussi avec des images et de la musique qui serait stockée sur la bébête. Ouais. Maintenant, encore une fois, pour Plex, point de secours pour l'instant, ouais, parce que à partir du moment où le support n'est pas bundlé directement dans l'application, s'il n'y a pas une surcouche comme sur Android où on peut caster à peu près n'importe quoi. Ouais. Ça c'est le problème, hein, essayer de faire parler des montres différents, enfin c'est toujours la même chose, hein. C'est vraiment, il y a des choix à faire à un moment donné. On aimerait bien aussi pouvoir choisir le meilleur de chaque monde finalement, et c'est pas toujours évident. Adrien, je pense que là toi, Windows Phone, c'est pas trop ton truc, hein, il faut reconnaître. Pour replacer un petit peu Adrien dans le contexte, il faut le rappeler peut-être à nos nouveaux auditeurs, tu es notre monsieur logiciel libre. Donc, oui, tout ce qui est Windows, Apple, etc., même si tu as ton opinion et que ton avis est toujours le bienvenu. J'essaye d'y toucher quand même. Voilà, parce que j'ai Windows Phone il n'y a pas longtemps, mais j'en ai pas fait pour grand-chose. Voilà, donc, mais de temps en temps, c'est vrai qu'avoir une opinion et peut-être une passerelle possible via le logiciel libre, c'est des choses qui sont des fois imaginables. Hein. Il y a des fois des solutions intermédiaires comme ça. Surtout là, on parlait en l'occurrence du monde Android
qui est pas très très loin du monde du logiciel libre et de Linux et des choses comme ça. Donc des fois là, il y a des développeurs qui mettent la main à la pâte et qui permettent de faire des choses plutôt intéressantes de ce côté-là. Je pense qu'on a bien répondu à Richard. Voilà, c'est le genre de questions que vous pouvez nous poser sans aucune difficulté. Vous voyez que les réponses, elles existent. Autre sujet, c'était notre hors-série de la semaine dernière, le fameux Pipo X8. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente ou écouter le podcast précédent. Pipo X8, en gros, c'est une espèce de tablette avec un form factor un petit peu particulier, une tablette inclinée. Donc, c'est un ordinateur avec un écran tactile, etc., etc. Quelqu'un nous demandait, Bricolo Emulo en l'occurrence, son nom bizarre. Salut, petite question. Une utilisation comme Media Center type Kodi est-elle envisageable selon vous avec donc cet appareil, voire avec télécommande, réseau Wi-Fi et smartphone et un branchement de disque dur externe sur le port USB. Quelqu'un, et là c'est pas mal aussi, et ça vous pouvez aussi y participer, un auditeur a déjà répondu partiellement à cette question, qui disait qu'il avait le X7, donc la version tablette, non, plutôt la version PC sans l'écran, donc pas tablette en l'occurrence, et qui s'en servait comme Media Center avec Kodi 15 en l'occurrence, et mise à jour Windows 10, et il paraît que ça fonctionne de façon nickel. Je sais pas si Marc, toi tu avais une expérience dans ce domaine. Non, sur la Pipo, pas encore, parce que tu sais, je suis toujours un grand fidèle de mes petits nuques pour tout ce qui est Media Center. Les boîtes Android, je n'en suis pas encore totalement convaincu, même si je vais probablement faire une entorse à mes principes et me prendre une Shield, d'après les retours suite au retour que j'ai eu de Seb. Voilà. D'accord. Ok. Allez, j'en prends encore un message que vous nous avez envoyé. Sujet à propos de Nexus 9 qu'on vous avez présenté dans nos anciennes vidéos. Ça remonte, ça a un bout de temps déjà. Quelqu'un qui demandait comment on fait pour router. Contactez-moi, s'il vous plaît. Je pense que là, ça va être trop long de l'expliquer ici. Non, en fait, c'est très simple. J'ai répondu dans la vidéo en fournissant le lien vers une procédure de routage complète qui se trouve tout bêtement sur le site XDA Developer, qui est la référence en la matière. Donc là aussi, si on peut vous envoyer des liens de référence, nous, on n'hésite pas un seul instant. On reste pas assis sur nos connaissances et nos références. On n'hésite pas à les partager un seul instant. D'ailleurs, avec l'article des vidéos qu'on vous propose, il y a toujours un petit lien pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion des informations qu'on vous donne. Là où on a trouvé l'information, la base, la source de l'information, on vous la donne également. Ça vous permet également d'aller un petit peu plus loin si le sujet vous intéresse. Et les sujets, il n'en manque pas, comme chaque semaine, on attaque notre abécédaire traditionnel par la lettre A, vous le savez. A comme Apple, évidemment. Et là, je vais repasser la parole à Marc pour parler d'Android Wear. Tiens, ça fait bizarre, on dit Apple et on parle Android Wear. Les mondes se parleraient-ils finalement ? Ça commence, effectivement, c'est marqué dans Apple, c'est classé dans Apple tout simplement parce que Google vient de sortir une première version d'une application qui permet de faire communiquer l'environnement iOS et l'environnement de Google. Alors c'est une première, c'est matérialisé donc par une application qui va s'installer sur n'importe quel iPhone ou modèle 5 minimum, équipé d'au minimum iOS 8.2. Et bon, petite contrainte, parce qu'effectivement, ce n'est qu'une première version. Pour l'instant, la seule montre supportée, c'est la LG Watch Urbane. Même si on a déjà vu passer à droite à gauche des témoignages comme quoi certaines personnes ont réussi à faire prendre en compte une Moto 360 première génération. D'accord. Donc, grosso modo, la mise à jour, donc cette application va permettre à votre iPhone de recevoir, d'envoyer sur la montre Android toutes les notifications qui proviennent de l'application iPhone et également d'envoyer sur la montre toutes les informations qui sont agrégées par l'assistant Google Now. D'accord. Ça permet également aussi, bien sûr, de paramétrer le cadran affiché par défaut sur la montre, et via la reconnaissance vocale, si elle est supportée par la montre, il sera possible donc d'interroger Google Now une fois. Donc ça se positionne aussi comme alternative à Siri
avec le bémol que pour l'instant, cette intégration ne se fait qu'au niveau des applications natives de Google, donc Gmail, Google Search, etc. Par contre, d'autres personnes qui ont testé l'application en avant-première ont pu déterminer que, par exemple, pour les autres cas de figure, par exemple, répondre à un SMS, il faut encore mettre la main sur le téléphone. C'est pas encore aussi intuitif. On le rappelle, ce n'est qu'une première version. C'est une alternative à l'Apple Watch pour ceux qui ont un iPhone, donc ça a le mérite d'être posé comme alternative, et surtout il faut voir comment cette intégration va également se décliner sur tous les modèles de watch qu'on va voir sortir dans les jours qui viennent, notamment à l'occasion du salon IFA où on a vu la Moto 360 version 2 et la nouvelle montre UA qui a l'air assez sympathique. Oui, il y a 2-3 trucs qui ont l'air effectivement sympathiques, aussi bien au niveau de la forme. On a connu les montres carrées, les montres connectées carrées. Et ici, maintenant, elles commencent à prendre des formes de montres, c'est-à-dire rondes. C'est un petit peu un reproche que tu faisais sur le facteur de forme des montres. À un moment donné, tu avais dit que c'est quoi ce truc, ça ressemble pas à des montres. Pour moi, une montre, c'est ça. Tu avais montré ta très très belle toquante. Donc voilà. Mais voilà, par exemple. Le gros machin bien carré, bien moche. Ce que tu as justement sous la main, c'est bien moche, c'est bien carré. Ça fait penser aux vieilles Seiko à quartz des années 80. J'aimais bien ma Seiko à quartz. J'en ai une, j'aimais bien avec la petite calculette. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est un format qui est un petit peu dépassé. On reprend des formats plutôt sympathiques. S'il y a une fois de plus un truc sympa dont on peut vous parler par rapport à ces nouvelles sorties de montres, on n'hésitera pas un seul instant. Et on sait que Seb, de son côté, est aussi assez fan de ce type de produit. On peut peut-être juste rapidement passer sur les caractéristiques de la nouvelle moto. Oui. Donc rapidement, ils ont gardé un form factor qui est assez similaire, à la différence que maintenant elle est déclinée en 2 tailles homme, taille femme. La batterie a été revue à la hausse, heureusement. On passe, je crois, à 400 mAh pour la batterie la plus importante. Et le processeur a été revu aussi, la densité de l'écran a été revue aussi. Voilà, donc c'est une belle évolution, je pense, même s'il y a toujours ce truc qui m'embête, en tout cas sur les photos, ça m'embête toujours, c'est cette grosse barre noire en bas de l'écran, ils n'arrivent toujours pas, alors que des concurrents à eux le font, comme LG par exemple, ou comme UA, à avoir un écran circulaire totalement rempli. Ils font toujours cette barre, on se demande un peu ce qu'elle... Voilà, donc là il y a des choses, il y aura toujours quelque chose à perfectionner ou améliorer dans ces machins-là, soyons clairs. On passe à la lettre B, sauf si tu voulais rajouter un truc, Marc. Non, juste que l'épaisseur, c'est un peu trop gros, voilà. Ah oui, il y a cet aspect-là des choses aussi. Mais ça évolue quand même pas mal. L'équivalent dans les années 80, il te fallait un semi-remorque. Genre de... Voilà, comparaison absurde. Lettre B, après la lettre A, c'est assez logique. B comme bidule. Il fallait bien un bidule dans cette histoire que va nous expliquer Adrien. B comme bidule, c'est Sphero, édition Star Wars. De quoi s'agit-il ? C'est le bidule qui a fait le buzz. Oui. Et, on sait bien merchandising et Star Wars. Mais là, je voulais en parler parce que c'est un super coup de cœur. Donc, c'est le Sphero BB-8. Donc, en fait, c'est pour le droïde BB-8. Il faut savoir que dans le nouveau Star Wars, on aura le droïde BB-8 que vous voyez en illustration à l'instant. Oui, si vous avez la vidéo. Il y a déjà un gros coup de cœur. Il remplace R2D2, il est super mimi, le côté sphérique est sympa. Et la société Sphero qui produit justement des robots en forme de sphère a trouvé une occasion super chouette de commercialiser le droïde BB-8 en Sphero. Et donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment du gadget, c'est un robot pour s'amuser, compatible avec une application Android Sphero classique, mais aussi avec celle qu'ils ont développée exprès pour le droïde. Je vous invite à aller voir la vidéo dans l'article. Moi, en bon geek et fan de Star Wars, c'est le truc que je me retiens pour pas craquer. Mais c'est mignon comme tout en plus. Pour le geek que nous sommes, c'est plutôt mignon. Pour une petite fille, c'est peut-être différent. Oui, c'est ça. Mais il y a toute la sonorité. Est-ce que tu as un chat? Parce que moi, ça fait des années que j'hésite à prendre une Sphero pour mes chats. Maintenant, mes chats sont tellement crétins qu'ils seraient capables de le bouffer. Mais voilà. C'est le genre de petit gadget. Ouais, c'est rigolo. Toujours, malgré que tu es un geek, te justifier auprès de ta femme en disant « Mais chérie, c'est pour le chat, voyons. » Je n'ai pas de chat, malheureusement. C'est une excellente excuse.
Effectivement, le Sphero donc qu'on va suivre, c'est le genre de gadget qu'on adore évidemment, et les sites qui proposent ce genre de gadgets sont parmi ceux qu'on préfère aussi. On peut passer des heures à regarder. Inutile donc indispensable. Bah oui, c'est ça, les petits bidules un peu couillons, les drones d'intérieur et des choses du genre, c'est toujours des trucs rigolos. Après B, on passe pas à la lettre C. Non, on passe directement à la lettre G comme Google. Et là, on va retrouver Marc pour parler d'un truc. C'est le truc dont tout le monde a parlé cette semaine, en fait. On cède un petit peu à l'actualité générale concernant Google. C'est le changement de logo. Ouais, c'est du 2 en 1 parce que on s'est rendu compte, à notre grande honte, notre mea culpa, que la fois passée dans le 43, on a complètement zappé une info, mais d'envergure. Donc voilà, on vous promet, on ne le fera plus. C'est une des informations qu'on ne pouvait normalement pas louper, ça, le mois d'août. Mais on l'a loupé, donc voilà, c'est pas grave. On se fera fouetter et tout. C'est le changement de nom. On va faire un double combo. Voilà. Alors, Google a changé son logo. Donc, on a vu le nouveau logo Google qui est harmonisé et qu'on commence à voir arriver dans toutes les nouvelles versions des applications mobiles aussi, au-delà de simplement la présence sur le web. Donc, c'est un design plus rond, sans relief, tout à fait dans l'air du temps. Ils ont gardé leurs différentes déclinaisons de couleurs. Et donc, cette déclinaison de logo, cette nouvelle déclinaison de logo va de pair avec l'autre grosse nouvelle qui est simplement le changement de nom de Google, qui va plus loin que ça. Ce n'est pas qu'un simple changement de nom, c'est une réorganisation vraiment géante de la structure de la société dans ce qui est devenu une boîte qui s'appelle Alphabet. Et Alphabet est devenu en fait une holding, la maison mère qui centralise toutes les activités qui sont menées jusqu'à aujourd'hui par le moteur de recherche. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, Google s'est un peu rendu compte qu'ils ont tellement d'activités différentes qu'ils ne pouvaient pas continuer juridiquement parlant, à conserver toutes ces activités sous le terme générique Google, qui lui est soumis à certaines contraintes de par la nature des activités qu'il exerce. Et donc cette restructuration vient bouleverser un peu l'organisation interne du groupe, et on va par exemple voir Google qui devient une marque à part, une entité à part. Et à côté de ça, vous allez avoir d'autres entités, comme par exemple Nest, qui va maintenant chapeauter tout ce qui est objet connecté, et une autre entité, par exemple, qui est Calico, qui lutte contre tout ce qui est vieillissement. Donc, c'est la recherche génétique, la recherche en biotechnologie, etc. Google reste évidemment Google.com, Google.be, machin, etc. Tous les outils comme Google Mail, Google Drive, Android ne changent absolument pas. Ce n'est qu'une réorganisation purement stratégique. Le seul truc piquant, c'est que le nom de domaine qui est associé à cette nouvelle marque, Google a décidé, alors soi-disant pour la symbolique, de prendre le domaine abc.xyz. Et quand vous arrivez sur abc.xyz, vous avez simplement, c'est une landing page avec un long message de Sergey Brin ou de Larry Page, je sais plus, un des deux. Alors que tout le monde s'attendait fort logiquement à ce que ce soit alphabet.com qui soit le nom retenu. Manque de bol, ça appartient à BMW. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est toujours le même problème. Quand il y a des questions de droit sur des noms et autres, il y a toujours quelqu'un qui sort du bois à un moment donné pour dire mais ça ressemble très très fort quand même à mon nom d'entreprise. Pareil pour le logo, par exemple. J'ai lu quelque part, mais vraiment en diagonale, je ne pourrais plus vous dire quel est l'ayant droit en question, le plaignant en question. Apparemment, le logo lui-même, ce fameux nouveau logo, serait un petit peu pompé sur un autre logo qui y ressemblerait. Je peux en parler. Celui des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est une autre affaire. Non, c'est le moteur de recherche en fait Q1, qui est une boîte française. D'accord. Et l'actu en fait, c'est de l'actu, c'est vraiment actuel parce que la boîte envisage d'attaquer Google parce que apparemment, enfin, c'est vrai que quand on a les deux logos là. Oui, au lieu d'avoir un G, c'est un Q. C'est un Q, la typo est la même et il y a juste les couleurs qui sont pas les mêmes. Non, parce que les couleurs sont différentes et c'est plus, il y a des dégradés aussi dans leur logo, si je me rappelle bien. C'est ça. Oui, Marc. Mais ça
ça a quand même jasé sur le net à ce niveau. Bien sûr, ouais, je l'ai vu. Donc oui. Juste encore une petite remarque sur sur l'utilité, de cette réorganisation, au-delà du niveau purement image, stratégique, etc. Il ne faut pas oublier que cette nouvelle organisation va aussi permettre à Google Alphabet, d'être beaucoup mieux armé pour résister à certains types de procédures, notamment tout ce qui s'y sont pris sur la tronche ces dernières années pour abus de position dominante, et donc offre en outre de nouvelles possibilités en matière d'optimisation fiscale, parce qu'évidemment, nul besoin de le dire, la structure est basée au Delaware, qui offre une tonne d'avantages fiscaux, comme l'était Google. Donc, évidemment, ils vont continuer à ne pas payer d'impôts. Pour suivre l'aspect juridique, moi j'ai eu des échos, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai apparemment eu des échos que ce serait aussi une stratégie juridique dans la mesure où ils ont été attaqués pour toute une série de choses et par le changement de nom, ça peut faire sauter des procès. C'est ça, oui. Aux États-Unis, oui, je crois qu'en Belgique, ce n'est pas le cas. Ou alors, il faut un transfert de. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Non, c'est ça. Mais ce que tu dis n'est pas impossible du tout. Que certaines procédures soient éteintes par le fait que la société n'existe plus en tant que telle, enfin, en tout cas, n'a plus. Enfin, voilà. Toutes sortes de choses qui nous dépassent un petit peu, il faut bien le reconnaître, on va être honnête avec tout le monde, mais qui nous intéressent quand même, dont on a vraiment envie de parler. Parce que voilà, on continuera, je pense, dans l'esprit de tout le monde à dire Google, et même si on connaît les autres entités du groupe, on dira encore que ce sont des sociétés Google quelque part, parce qu'on a gardé cette habitude-là, on va la garder à mon avis encore longtemps, et Alphabet, ça, c'est pas prêt de rentrer dans les mœurs. Par contre, le logo, moi je l'ai bien dans l'œil, je le trouve assez bien foutu, et ses déclinaisons autres comme Google+, ils ont fait un Google+, quand même, donc ils y tiennent. Un G+, il existe, ouais, j'ai vu. Donc voilà, c'est affaire à suivre, comme on a l'habitude de dire, mais là je pense que c'est quand même très très abouti. On reste à la lettre G d'ailleurs, comme Google, et toujours avec, cette fois avec Adrien, pour parler de Google, qui aurait quelque part tué Flash par le biais de Chrome, en fait, de leur navigateur, non ? Oui, tout à fait. Ça, c'est une nouvelle qui me fait énormément plaisir. Bah oui. On en a même déconné entre amis chez Mozilla qu'on irait boire un verre pour fêter ça. Mais donc, plus sérieusement, on est tous au courant que Flash est tout doucement, clairement en train de mourir. Oui. Déjà sous Linux, les mises à jour étaient plus supportées et ça aboutit il n'y a plus que des mises à jour sur Google Chrome. Et c'est terminé. Là, Google Chrome a décidé de le tuer. Encore un dernier petit coup avant la fin, à mon avis. En fait, c'est déjà fait pour ceux qui ont mis à jour leur navigateur. Là, toutes les animations Flash vont être bloquées de base maintenant. C'est ça. Donc, il faudra faire play pour les lancer. D'ailleurs, pour ça va être bien les bannières publicitaires. Oui, c'est ça. Donc, il reste encore un dernier petit coup et on n'en parle plus. Mais on sent bien que Google veut se débarrasser de Flash dans la mesure où même sur la plateforme AdWords, ils ont filé à destination des annonceurs justement un convertisseur Flash vers HTML5 pour les pubs. Donc, effectivement, on va dire bientôt. Donc, déjà, les tablettes qu'on s'en est débarrassé sous Linux, c'est galère. Il ne reste plus que Google. Donc, ici, Adobe va devoir accepter une bonne fois pour toutes. Je pense qu'Apple a donné le coup de grâce aussi cette semaine sur une autre annonce. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait, parce qu'on sait que Flash ne tourne pas évidemment sur les iOS, sur iOS, mais il y avait encore une autre chose. Clairement, là, Flash est en train de vivre ces dernières heures. Les failles de sécurité qu'on a pu apercevoir fin du mois d'août n'ont évidemment pas aidé. Donc, on se doute bien que ça ne va pas améliorer les choses sur le moyen terme. Même sur le court terme, ça va être compliqué. Bye bye Flash. Bye bye Flash. Voilà. Je vais pas dire on t'aimait bien, mais parce que c'est pas vrai. Non, mais c'est le grand nettoyage, parce que quand tu vois tout ce qu'ils sont en train de gicler pour l'instant, alors Java est en train de se manger des gros trucs qui font mal dans la tronche aussi. Ils sont en train d'être bloqués à peu près partout. Flash maintenant. Mais qu'est-ce qui va nous rester de nos années 80 ? Pardon. C'est un peu ça aussi. Oui, c'est le genre de questions qu'on peut effectivement se poser. On va parler un peu jeux vidéo avec Adrien, si vous le permettez. Et ces fameuses cassettes, vous vous rappelez de ces cassettes de jeux, d'un jeu d'ailleurs un peu pourri, il faut le reconnaître, le jeu totalement très pourri. Très pourri, qui avait été retrouvé dans le dessert du Nouveau-Mexique ou un truc du genre, ou au Mexique, je ne sais plus très bien. Une décharge au Nouveau-Mexique, c'est ça ? Voilà. Tout à fait. Alors ça, c'est ma partie outre logiciel libre jeux vidéo et l'histoire du
du jeu vidéo que j'adore. Donc il y a 2 ans, il y avait une équipe de tournage qui a fait un documentaire qui s'appelait Atari Game Over. Donc il faut savoir qu'en 1983, il y a eu le fameux boom du jeu vidéo grâce à Atari, mais le mélange entre le cinéma et les jeux vidéo ont mis la pression sur Atari pour développer le jeu E.T. et ça a été une catastrophe parce que le jeu était tellement mauvais que on a connu, on était à 2 doigts de la fin de l'histoire du jeu vidéo comme on le connaît aujourd'hui. Et pour la suite, c'est Nintendo qui a sauvé le coup. Ouais. On connaît l'année de sortie de ce jeu E.T. Quelqu'un pourrait le dater. C'est la, je dirais 83. 83. C'est la crise. Bon, il faut savoir aussi c'est pour savoir si Steve Jobs travaillait encore chez Atari ou pas. Ah ouais. 1982. 82, voilà. Voilà. Mais il faut savoir que la crise de 83, beaucoup de gens pensaient que c'était uniquement E.T. qui a fait du mal. Il y a eu un phénomène général qui fait qu'Atari a coulé et l'industrie du jeu vidéo avec. Et donc, pour revenir sur le sujet d'actu, il y a eu un documentaire il y a 2 ans qui s'appelait Atari Game Over, qui avait comme pari fou, c'était de financer en fait des recherches, comme des recherches archéologiques pour retrouver et enfin sortir ce mythe. Oui, est-ce que oui ou non les cassettes Atari d'E.T. ont été enterrées parce qu'elles sont tellement mal vendues et qu'Atari était tombé en désuétude et financièrement n'avait plus qu'ils ont dû enterrer dans le désert. Donc ça a été fait, il y a eu un documentaire Atari Game Over, on a retrouvé ces cassettes, c'est un petit bout d'histoire quelque part hyper important dans le monde c'est une pierre du jeu vidéo et tout a été revendu et ça a rapporté en fait plus de $100,000. Ah oui, quand même. Et donc voilà, c'était pour la petite histoire. Et pour info, pour ceux que ça intéresse, il reste encore entre 200 et 300 cassettes si vous avez envie de votre petit bout d'histoire du jeu vidéo. Oui, pareil, ça peut prendre de la valeur avec le temps. Il faudra beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps. Mais bon, pourquoi pas finalement. On reste dans le domaine du jeu vidéo avec toi, Adrien, puisque c'est un petit peu ta marotte, on en profite un petit peu pour parler du moteur de développement de jeux Unity qui arrive sous Linux. Là, il va falloir remettre un petit peu les choses dans leur contexte, si tu veux bien. Oui, tout à fait, parce que déjà, le terme Unity, quand on parle de Linux, on pense à Ubuntu et l'interface graphique Unity. Ici, c'est pas le cas, on parle vraiment du moteur de développement de jeu Unity, donc Unity 3D, le titre exactement. Ouais. Alors, pourquoi j'en parle ? J'ai pas envie de parler juste d'un aspect technique en tant que tel, c'est pas vraiment intéressant dans ce cadre-ci. Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, et je le dis depuis assez souvent, que le monde du jeu vidéo, donc c'est une grosse industrie, est tout doucement en train de basculer vers Linux. On le voit avec Steam qui a décidé de passer sous Linux. Et c'est un gros moteur de jeu qui c'est plus ou moins, enfin l'équivalent non, parce qu'on peut en discuter longtemps, de l'Unreal Engine, qui est un autre moteur de jeu qui moteur est 3D, utilisé. Et donc c'est important pour le monde des développeurs parce que ça ouvre des opportunités. C'est important pour le monde du jeu vidéo parce que ça apporte pas mal de choses. Et donc voilà, je voulais en parler parce que la sphère indépendante du jeu vidéo est en évolution pas mal. Elle est en train de prendre énormément d'importance. Et donc voilà, donc l'actu en tant que telle qui est importante, c'est voilà encore un moteur de jeu, pas des moindres. Oui, un moteur 3D. Un moteur de jeu 3D qui permet de faire des choses vraiment impressionnantes, qui permet d'exporter sur tous les supports, entre autres. Donc voilà, quoi. Il s'était déjà arrivé sous Mac, maintenant, ça y est, c'est sous Linux. Pour ceux qui s'y connaissent en jeux vidéo, tu as quelques noms de jeux connus qui tournent sous Unity ? Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Je sais que Cartoon Network développe tous ses jeux avec Unity, mais alors des titres comme ça va être dur. Là, pas grave. Chaud. Les gros gamers doivent le sauront probablement. N'hésitez pas à commenter ce genre d'informations. Si vous-même avez des informations sur le sujet, n'hésitez pas à venir nous abreuver également. Nous, on est demandeurs. Il n'y a aucun souci avec ça. On clôture cette lettre J. Adrien, à moins que tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet-là ou pas ? Oui, juste terminer, que c'est très important quand même pour ceux que ça intéresse techniquement. C'est supporté officiellement sur Ubuntu. Mais
et les autres versions, donc plateforme agnostique comme on appelle ça, ne sont pas considérées comme supportées. Donc a priori, donc c'est un peu aléatoire. Ubuntu reste encore la plateforme de référence à ce niveau-là. Parfait. Je vais directement donc te redonner la parole pour terminer cette lettre J avec Nintendo. Nintendo qui commercialise quoi en fait, un nouveau jeu indépendant, c'est ça? Oui, en fait, c'est donc je ne sais pas si vous avez suivi l'actu. Enfin, à l'époque, pour les plus fidèles, j'avais parlé des Amiibo. Les Amiibo qui sont des petites figurines Nintendo commercialisées, qui ont des puces NFC dedans et qui permettent d'interagir avec plein de choses avec les produits de chez Nintendo. C'est un petit peu du DLC matériel, façon de parler, et ça apporte quelques fonctionnalités. Si je parle de sujet, c'est parce que justement, je parlais de la plateforme indépendante qui est en constante évolution. C'est le jeu indépendant apparaît de plus en plus. Sony a beaucoup fait pour faire apparaître du jeu indépendant, Nintendo le fait aussi. Et donc ici, c'est vraiment en particulier parce que ça vient dans le monde physique, de la vente physique de matériel. Donc c'est l'arrivée de l'Amiibo Shovel Knight. Donc c'est une petite figurine d'un jeu indépendant de plateforme qu'on voit sur l'illustration ici. Alors, si j'en parle, qu'est-ce que ça va apporter? C'est encore une pléthore de DLC, de choses ainsi. Mais c'est quand même très très important et c'est pas anodin de se rendre compte que Nintendo commence vraiment à commercialiser en plus de la figurine du jeu indépendant. Ça montre à quel point la plateforme indépendante est en train de vraiment évoluer et je dirais la grande force du jeu indépendant, c'est qu'on a en fait la grosse industrie à l'hollywoodienne où on va à chaque fois nous desservir des grosses licences, du Battlefield, du Call of Duty, Assassin's Creed 14 et encore. L'avantage de la plateforme indépendante, c'est que ça permet de récupérer du nouveau contenu vraiment innovant, mais en même temps, ça a une grande force, c'est que ça permet de recommencer à exploiter des technologies qu'on n'avait pas ou des supports qu'on n'avait pas encore finalisés. La 2D est encore un support très riche où on peut encore faire énormément de choses. Donc voilà, donc c'était pour un peu parler de l'actu jeux vidéo et de montrer à quel point la plateforme indépendante a le vent en poupe. On ne parle pas à chaque numéro de jeux vidéo. C'est pas je pense qu'il y a des podcasts jeux vidéo qui en parlent très très bien et qui sont très spécialisés. Donc c'est le truc. Ici, on essaie de vous intéresser un peu, à vous qui nous écoutez de manière générale, à des choses un petit peu différentes de temps en temps comme ça, à la faveur justement des compétences, des connaissances de l'un ou l'autre de nos chroniqueurs. Ici, Adrien, c'est plutôt le jeu vidéo, le jeu de rôle aussi. Ici, avec par exemple ce genre d'informations et de figurines, on est aussi un peu dans le jeu de rôle. Donc voilà, on passe à la lettre K. K comme Kickstarter, par exemple. Ça, c'est aussi une de nos marottes. On s'intéresse beaucoup à ce qui circule sur Kickstarter. Alors, pas tout, évidemment, mais de temps en temps, il y a des idées comme ça qui émergent et dans lesquelles on voudrait peut-être investir un jour ou qui nous donnent des idées à nous aussi. Marc, par exemple, le Smart Halo, c'est un GPS, mais un GPS un petit peu particulier et plutôt pratique pour le cycliste, en fait. Alors, c'est pas qu'un GPS, c'est plus que ça, parce que, quand vous faites du vélo, et moi j'en fais depuis quelque temps, je me suis mis au vélo, et du coup, en bon geek, la première chose que j'ai fait, c'est télécharger une application sur mon smartphone pour tenir à jour mes performances, voir un peu ma vitesse moyenne, etc., donc les trucs habituels, et aussi, surtout, pour me constituer des routes. L'application que j'utilise, c'est Map My Ride, qui permet de se constituer des routes via une surcouche sur Google Maps et après d'envoyer ces cartes sur votre smartphone et puis de les suivre avec le GPS intégré. Seulement, c'est pas toujours très pratique parce que vous avez soit un support de smartphone à mettre sur votre vélo, mais il faut tenir en compte que s'il drache, il faut le démonter, c'est pas facile non plus. Ou alors, vous devez vous arrêter tous les 500 mètres et regarder votre GPS pour être certain que vous n'êtes pas en train de vous perdre. Donc, il y a une équipe de petits gars qui sont bien intelligents, qui ont créé un truc qui s'appelle le Smart Halo. En fait, ça se présente sous la forme d'une grosse couronne de 7-8 cm de diamètre, avec une série de LED sur le dessus. Et alors, cet appareil va se pairer avec évidemment un smartphone qui va rester dans votre poche, avec une application. Vous allez charger vos routes, vous allez faire exactement ce que vous faites avec toutes les autres applications, mais le petit bidule que vous allez fixer sur le guidon de votre vélo va vous indiquer la direction en utilisant justement les LED
qui sont sur le pourtour. Et donc, par exemple, vous allez avoir un arc de cercle vert qui va s'orienter en fonction de la route que vous devez prendre. Une espèce de boussole, en quelque sorte. Une sorte de boussole qui est synchronisée avec avec la route que tu as définie via ton application. Alors, à côté de ça, le truc est aussi capable de vous prévenir que vous avez un appel ou un SMS en flashant une LED centrale selon différentes couleurs. Si vous vous paumez complètement, alors il va venir dessiner un arc de cercle vers vous en rouge pour vous dire il est temps de faire demi-tour, sinon je sais pas où tu pars. Et alors évidemment, comme ce truc est bourré d'électronique, ça va également tenir trace de vos performances, de votre vitesse moyenne, du nombre de kilomètres que vous aurez fait. Donc autrement dit, ça va déporter toute la partie mesure, tracking, etc. dans l'électronique, et après, ça va la synchroniser a posteriori avec votre application. Moi, je trouve le concept vraiment sympa, à tel point que donc j'ai backé le truc sur Kickstarter. On en fera un essai quand on le recevra. Je crois que c'est prévu pour mi-2016. Même si j'ai déjà entendu des critiques en disant c'est un peu pauvre comme truc, c'est qu'un bête GPS pour un vélo. Oui, c'est vrai, c'est qu'un bête GPS pour un vélo. Mais outre le fait que c'est un bel objet simple qui a l'air solide et qui offre quand même 3 semaines d'autonomie, ça c'est pas mal. L'autre chose, c'est que l'objet a vraiment un aspect pratique, un aspect ludique. Des GPS pour vélo, il y en a plein, mais ce sont généralement des copies de GPS pour voiture. C'est pas très pratique à utiliser. En tout cas, ça ne s'utilise pas de manière continue lorsque vous êtes sur votre vélo. Ici, vous devez juste profiter de votre trajet, profiter de votre balade, et de temps en temps regarder le centre de votre guidon, voir si vous êtes dans la bonne direction. Il n'y a rien à lire. Voilà, que dalle, c'est tout. Vous regardez juste la direction, comme vous le voyez sur la vidéo, si vous avez le podcast en vidéo. Et voilà, c'est vraiment tout con. Et le truc vous prévient à temps et tout. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est une belle manière d'apporter une connectivité sur un objet qui finalement reste très traditionnel, même si on voit maintenant des versions électriques, comme celui que j'ai, qui est pas mal du tout. Qui est le vélo. C'est un truc le plus standard possible, le vélo. Mais voilà, bon... C'est vraiment pratique. Moi, je suis bluffé par la simplicité parce qu'on peut être bluffé par la simplicité des choses de temps en temps. Hein. Quand c'est complexe, bon, c'est des fois intéressant, mais la complexité bouffe peut-être aussi des fois le côté intéressant de la chose. Ici, c'est quand même d'une simplicité sans nom. C'est simplicité. Tout à fait. Voilà, je trouve ça et ça s'intègre très très bien. Enfin, moi, je pense que ça devient très vite intuitif. On suit c'est comme les GR, quoi. On regarde des petites bandes rouges et blanches. Et pas plus. Et pas plus, et voilà, il n'y a rien de plus à expliquer, quoi. En gros, cerise sur le gâteau, en plus, pour les vélos qui ne sont pas forcément équipés d'un phare, le bidule est fourni, le bidule intègre une rangée de LED assez puissante apparemment qui s'allume automatiquement à la tombée de la nuit lorsque la luminosité tombe sous un certain seuil, et fait également anti-vol. C'est-à-dire que quand vous partez, l'application détecte que vous vous éloignez d'un certain nombre de mètres de votre vélo. Il va automatiquement activer le mode anti-vol. Et apparemment, je n'ai pas vu le niveau sonore en décibels du bidule, mais apparemment, ils le promettent comme assez solide, assez fort que pour décourager toute tentative. Dans la petite vidéo qu'on vous propose, vidéo de présentation qui est disponible sur Kickstarter, hein, on vous mettra le lien également et qu'on vous a montré si vous avez suivi ce podcast en vidéo. On montrait également que c'est résistant à la pluie, que c'est résistant à tous les chocs, machin, etc. Si vous avez l'habitude de manger une glace en roulant un vélo, vous pouvez vous oublier sur le bidule en question. Tout ça est blindé de chez Blindé, c'est solide, c'est robuste, c'est fait pour être mis à l'extérieur. C'est plutôt malin. Si vous avez une opinion concernant ce produit qui est sur Kickstarter pour l'instant, qui s'appelle Smart Halo, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez des produits similaires, parce que ça peut arriver, des fois on est rarement seul à avoir une bonne idée. Donc si vous connaissez des produits similaires, n'hésitez pas à nous le signaler. Et bien entendu, on fera un petit retour d'expérience dès que Marc se sera mis au Halo, au Smart Halo. Dès que j'aurai reçu mon Halo. Voilà. Petite précision pour ceux que ça intéresserait, qui souhaitaient le backer aussi. Il coûte actuellement $131, mais dépêchez-vous parce que le nombre de slots disponibles en bac à ce prix-là
il reste plus grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc on ne sait pas à quel prix ce sera commercialisé in fine, mais ce sera certainement beaucoup plus cher. On va passer du côté de chez Adrien, pour parler de la lettre P, puisque voilà, il faut quand même avancer un petit peu. P comme PayPal. Ouais, non, tu m'as oublié là. Ah, non, c'est vrai. Attendez, attendez, on n'a pas fini avec Kickstarter. Oh là là. C'est un truc que Seb nous a envoyé de sa lointaine Espagne. Oui, tout à fait. Donc il faut en parler. Popcorn Hour A500 Pro Keisako. Keisako. Alors moi, quand j'ai reçu ça, ma première réaction, ça a été, attends, franchement, tu veux que je dise quoi sur un media player aujourd'hui, alors qu'on a des box Android qui font tout et qui te servent le café en même temps. Ouais. Et puis j'ai quand même pris la peine de regarder le lien qu'il avait envoyé et je me suis dit, ah ouais, quand même, pas mal. Ouais. Alors, Popcorn Hour, pour les plus cinéphiles et les plus regardeurs de séries d'entre nous, ils vont sûrement se rappeler, c'était la petite boîte qui était en fait ce qu'on appelait à l'époque des Network Media Tank. Ouais. C'est-à-dire un petit boîtier avec une carte mère minimaliste, un chipset graphique bien développé qui permettait de jouer de la Full HD, enfin du HD Ready dans un premier temps, de la Full HD après, la place pour mettre un disque dur 3,5 ou 2,5, et on était parti. Ça se tapait sur un component. Il y avait les premiers modèles qui étaient en Péritel, où par la suite le HDMI est arrivé. Et en fait, ce genre de produit a très fort souffert de la concurrence, comme je le disais, des petites boîtes Android qu'on trouve maintenant à des prix défiant toute concurrence. On en trouve à moins de 70 € avec Android 5.1 embarqué et tout ce qu'il faut pour faire tourner un Media Center. Alors, Popcorn Hour, pour essayer de rester à flot, a quand même eu l'idée de sortir un truc qui est assez sympathique, dans le sens où, bon, évidemment, ils se sont mis vachement au niveau du hardware. Ils ont pris le dernier circuit graphique qui est disponible chez Sigma, c'est-à-dire le SMP 8758, qui décode à peu près tout ce qui est bouffable par un Media Center. Ouais. Donc du 4K, enfin absolument tous les codecs possibles et imaginables, qui a l'avantage de pouvoir être en dual boot. Ça veut dire qu'il a son propre OS entre guillemets propriétaire qu'ils appellent le NMU, qui est probablement le logiciel basé sur Linux qu'ils utilisent pour avoir leur interface propriétaire, mais il est également possible de booter sur Android. Et là, effectivement, c'est Android 5.1 qui prend le relais, et là, vous avez l'entièreté du catalogue Android, puisqu'il y a un accès total au Google Play Store. Donc, Kodi, Netflix, tout ce que vous voulez. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Alors, l'interface de Popcorn Hour, à l'époque, était réputée pour être un truc moche et inutilisable. Je dois avouer qu'ils ont fait d'énormes progrès. La vidéo, si vous voyez la vidéo, elle est assez bluffante au niveau de l'interactivité et simplement de la beauté de l'interface. Maintenant, il faudra voir si le truc est aussi réactif que ça a l'air sur la vidéo promotionnelle ou bien si ça a été boosté pour l'occasion. Et alors, dernier petit détail qui va faire plaisir aux plus mélomanes d'entre vous. Alors, on voit sur l'image que la boîte possède un beau gros connecteur jack 6.3 sur le côté. L'appareil est clairement orienté musique. C'est ça, oui. C'est ce qui me semblait aussi. En regardant la vidéo, il montre quand même beaucoup d'images. Il y a déjà du David Guetta dans l'image. Ça, c'est pas une référence. Non, c'est peut-être pas, mais on sait à qui on s'adresse. On s'adresse à des gens qui écoutent de la musique. Bon, évidemment, on va se servir d'images connues pour en faire la promotion, mais c'est clairement orienté musique parce que c'est vrai que la face avant est très dépouillée. Il n'y a qu'un seul orifice, celui pour brancher son jack, en gros. Oui, exactement. Sauf que, justement, ça n'est pas vrai. Si tu regardes l'appareil tel quel, effectivement, tu vois un beau gros jack pour brancher ton casque, mais à l'intérieur, quand tu ouvres la bête, tu as un DAC 32 bits. Pour les plus puristes, c'est un ESS Sabre ES 901 8K2M, si vous chercherez la référence, si vous voulez. Ça filtre le PCM, ça filtre le DSD aussi. D'accord. Alors, le DSD, si vous ne le savez pas, ça signifie Direct Stream Digital. Autrement dit, c'est un pass-through direct sans aucun filtrage entre les deux. C'est le signal pur de A à Z. D'accord. Et alors, ce qui va faire plaisir à tous ceux qui sont vraiment fans de beaux sons, c'est que, à ma connaissance, c'est le premier boîtier qui embarque des connecteurs XLR. D'accord. Il y a deux connecteurs XLR qui permettent effectivement de brancher deux
connecteur et de le relier à une installation amplifiée avec une qualité inégalée. Bon, évidemment, il y a des sorties stéréo, donc les petites sorties RCA, il y a une sortie optique, mais le XLR, c'est un peu une référence dans le monde professionnel. Voilà. C'est pas la seule marque qui le fait. Il y avait mais c'est dans un concept à peu près pas similaire. C'est pas vrai. C'est plutôt une station d'accueil pour iPhone depuis l'iPhone 3 d'ailleurs. C'est une station d'accueil qui aussi zappe toute la partie numérique entre guillemets. Enfin, conversion du numérique vers l'analogique, qui prend à sa charge les convertisseurs et qui sort également sur de la connectique XLR pour évidemment garantir la meilleure qualité de son. Évidemment, si le son est encodé de manière merdique, ça restera quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Donc, exact. Voilà. Alors justement, au niveau audio, ce qui se passe aussi, c'est que toute la structure a été faite de telle manière que la partie vidéo va être prise en compte et va être prise en charge par le chipset Sigma, mais toute la partie audio, même dans les vidéos, va être pris en compte par le chipset Sabre. Et ce qui fait que le truc supporte absolument tous les formats audio que vous pouvez encapsuler dans les vidéos. Donc que ce soit du DTS, du DTS HD, du DTS d'HDMA, absolument tout. Voilà. En termes En termes de prix, ça coûtera quand même 600 boules. Ouais, ça m'étonne pas. Donc ça reste quand même du matériel, on va pas dire haut de gamme, mais moyen tendance haut de gamme, qui sera de toute façon certainement quelque chose qui va faire plaisir à tous les mélomanes, tous les audiophiles. Et alors, petite cerise sur le gâteau, la prise frontale, donc le jack frontal pour le casque, intègre un circuit de retour d'annulation de son. D'accord. Donc ça veut dire, il annule les bruits ambiants et vous garantit une expérience la plus pure possible. Oui, on est vraiment dans de l'audiophile, quoi, du matériel audiophile. En gros, à ce propos, petite parenthèse, il m'a semblé apercevoir, et si je remets la main dessus, on en reparlera certainement, que Cabas, la célèbre marque d'enceintes hi-fi quasiment professionnel, mais de très haute, aussi là, audiophile de top classe, revient avec ce genre d'appareil, justement, de décodeur analogique, numérique analogique plutôt, avec ampli de qualité, etc. Donc, si je remets la main dessus, on en reparlera, et là, évidemment, on est dans des budgets qui explosent tout, mais ça fait quand même plaisir de voir que ce type d'appareil d'audiophile, entre guillemets, reviennent un petit peu. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui produisent aussi de la musique intéressante à écouter sur ce genre d'appareire, qu'il n'y a pas que du 128K. Et voilà. Ouais, non, bien sûr. Mais si tu veux un jour faire un numéro spécial, comme on l'avait évoqué la fois passée, la musique, etc. Moi, je connais quelqu'un qui serait certainement enchanté de venir raconter un petit peu sa vie. Il a une boutique, il a un magasin avec le genre de matériel qui te fait pleurer d'envie, mais qui fait pleurer ton portefeuille aussi. Hein. Oui, c'est clair. Clairement. Bon, allez, on continue, on passe à la suite, parce que là, on a pris un petit peu de temps pour parler finalement, effectivement, avec Adrien de PayPal. PayPal, qui propose un nouveau service peer-to-peer. Oui, peer-to-peer. Alors, c'est pas vraiment peer-to-peer au sens technique comme on parle. C'est peer-to-peer dans le sens que ça se fait entre deux personnes, quoi. Oui, c'est ça. De personne à personne. Donc, en gros, je vais te donner de l'argent. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le service paypal.me. Oui. Ça fait encore partie de toute une série de services que PayPal fournit et des services qui permettent de transférer de l'argent facilement. D'accord. Comment ça fonctionne ? À partir d'un compte PayPal, on peut en fait se créer une URL paypal.me, donc paypal.me/ son adresse. Et alors, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un doit donner de l'argent ou quoi, ou après un resto, on se débrouille pour savoir qui paye. On tape paypal.me, on donne son adresse à la personne qui veut envoyer de l'argent. D'accord. Depuis l'URL, elle se connecte sur son compte PayPal si c'est pas déjà fait, et elle envoie de l'argent. D'accord. Voilà, petit service en plus que PayPal fournit, comme c'est de plus en plus utilisé. Ça peut vous être utile. On y va de plus en plus vers ce genre de système de paiement très rapide, le one-click en quelque sorte que propose Amazon
Amazon va par là aussi. J'ai vu d'autres choses circuler, peut-être que Marc en sait plus là-dessus que moi, mais j'ai vu des choses circuler sur des systèmes de paiement très rapides en un clic ou en un seul geste, sans nécessairement une confirmation. On parle là de paiement, pas de grosses sommes, hein. C'est pas comme ça qu'on va acheter une voiture, par exemple, mais de l'échange de petites monnaies, entre guillemets, mais numériques, très rapide. Il y a de plus en plus d'outils qui se déclarent de cette manière-là. Oui, il y a Square aussi qui a sorti un outil dérivé de son fameux système de paiement qui permet d'envoyer des petites sommes de personne à personne. Maintenant, moi, j'avais une petite réflexion parce que, casquette Fidelity 2 secondes, un de nos clients, c'est UNICEF, et lorsque j'ai vu la news sur PayPal.me, moi, j'ai pensé à eux tout de suite, et je leur ai envoyé un petit mail en disant, écoutez, ça pourrait peut-être être un beau moyen d'ajouter un canal de captation pour les dons que vous recherchez. Ouais. Donc voilà, pensez à réserver UNICEF BE, paypal.me/unicef.be. Et j'ai reçu rapidement, et ça m'a fort étonné, un mail de leur département collecte qui me disent oui, on y avait déjà pensé, mais hélas, non, on ne peut pas. Mais non, parce qu'il y a tellement de restrictions, de filtres parce obligatoires. Que ça passe par un compte intermédiaire et que l'administration fiscale belge refuse ce genre de choses. Exactement. Donc, hélas, ils ne peuvent pas. Or, je trouve que ce genre d'outil est parfait, justement, pour permettre ce genre d'usage. Moi, je vous conseille, par exemple, si vous travaillez, ou vous organisez quelque chose pour une opération caritative X ou Y, de faire, par exemple, une vente aux enchères sur un site comme eBay, par exemple. Après, vous avez toutes les peines du monde à réintégrer ces sommes dans la comptabilité de votre association. C'est très, très compliqué de gérer ce genre de truc parce que tout le monde n'est pas au même niveau et que là, en l'occurrence, dans ce genre de cas, c'est encore plus pointu. C'est très contrôlé, c'est ce qui est plutôt pas mal, il faut le reconnaître, pour éviter aussi certaines dérives, etc. Mais en même temps, ça bloque aussi des avancées technologiques qui permettraient de faire de belles, grandes choses. On y arrivera, ça viendra progressivement, mais bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. On passe à la lettre S comme smartphone. Il faut quand même qu'on en parle un tout petit peu des smartphones dans ce podcast. Avec Marc, on va parler de quoi? C'est quoi ça? Hobby World Phone? C'est un smartphone de quoi? De qui? C'est pas le smartphone d'Obi-Wan, non, c'est pas ça. C'est ce que j'allais dire. Mais en fait, ce smartphone, voilà, c'est une news un peu anecdotique. Le smartphone en tant que tel, on va pas s'y arrêter vraiment parce que c'est du tout venant, c'est de l'entrée de gamme destinée à des marchés émergents, principalement. Voilà, c'est d'un écran. Ce sont des écrans 5 pouces en HD ou en Full HD avec des processeurs Mediatek à 1.3 GHz ou des Snapdragon mais ancienne génération, donc on parle du 615 à 1.5 GHz. Les appareils embarquent de 1 à 3 Go de RAM. Ouais, c'est de l'entrée de gamme, quoi, en gros. C'est de l'entrée de gamme. Et d'ailleurs, le prix, effectivement, le reflète bien, vu que le premier modèle, le SF1, qui est le bas de gamme, est commercialisé à $199, le haut de gamme à 249. Non, là où c'est amusant, c'est la personne qui est derrière. Oui. Et c'est John Scully. Ça vous rappelle quelque chose? Vaguement. Enfin, ce nom me dit quelque chose, mais je ne saurais plus mettre le doigt sur... ça a été le CEO d'Apple de 83 à 93 quand même. C'est ça, oui. Donc la reconversion est assez... voilà. C'est particulier. C'est ça, c'est le truc. C'est pas pour le téléphone, c'est pour la reconversion. Comme ça, on voit parfois des noms un peu mythiques qui ressortent un peu des limbes. En tout cas, dans l'histoire de la high-tech. Effectivement, John Scully, c'est quand même un des types qui a monté Apple là où il était avant, qu'il y ait le débarquement avec Steve Jobs, etc. Mais donc voilà, donc le type ressort et il fait des smartphones. Voilà, Monsieur Scully. C'est quand même très rigolo de se retrouver de nouveau dans la high-tech après autant de temps aussi. Mais bon, voilà, pourquoi pas. On parle encore de quoi d'autre? De Nextbit Robin. C'est un smartphone aussi, mais pensé pour le cloud cette fois. C'est un smartphone c'est un smartphone Android. C'est de nouveau je crois que c'est un truc qui tourne aussi sur Kickstarter. Faudra que j'essaie de retrouver le lien. C'est une boîte qui a été créée par des anciens de plusieurs grosses sociétés connues sur le marché, donc Apple, Google, Amazon, HTC, et un truc comme ça. Et en fait, ils ont sorti un smartphone qui, alors, a
première vue ressemble à un smartphone normal. Effectivement, c'est un smartphone normal. Il tourne sous Android 5.1, un truc standard, avec un lecteur d'empreintes digitales, un écran de 5 pouces 2, un appareil photo de 5 mégapixels devant, 13 mégapixels derrière, truc standard. Ouais. Non, la seule différence, c'est qu'il est en permanence relié au cloud. Et ça, c'est la bonne idée. Parce que vous n'avez plus besoin de décliner votre appareil selon différents modèles, différentes versions. L'appareil est en permanence, dispose en permanence d'un cloud, entre guillemets, de 100 gigas, extensible plus tard, évidemment, il y aura des plans d'abonnement, mais Android a été tuné de telle manière qu'il gère en permanence la manière dont cet espace est occupé, et comment est occupé aussi l'espace local qui se trouve sur le téléphone. Donc, il va analyser en permanence l'usage que vous faites de vos applications. Et donc, par exemple, s'il se rend compte que certaines applications ne sont pas ou très rarement utilisées, il va les désinstaller tout seul, après en avoir fait un snapshot. Donc le snapshot va prendre un instantané de l'application et de toutes les données qui y sont associées et les envoyer dans le cloud. La prochaine fois que vous allez vouloir utiliser cette application, donc on rappelle, ce sont des applications qui ne sont pas utilisées souvent. Vous allez tolérer d'avoir 30 secondes de délai le temps que l'application soit rechargée, réinstallée, que le snapshot soit restauré et que vous retrouviez l'application dans l'état dans lequel vous l'aviez laissée la dernière fois. Et toute cette gestion, en fait, est intelligente. Elle se passe en tâche de fond. Et ça, je trouve le truc franchement pas mal. Oui, c'est pas totalement idiot. En même temps, c'est pas... Enfin, excuse-moi, mais je n'ai pas l'impression que ce soit totalement novateur non plus. Dans le sens où finalement, les applications que l'on ressuscite sur un appareil iOS, par exemple, si j'ai désinstallé mon application, je vais pas dire dans un certain état, mais avec des données associées, j'ai pris des photos, j'ai écrit des textes, etc. Normalement, si je le réinstalle un petit peu plus tard, il va retrouver ses jeunes. Ça dépend si tu as, au moment où tu as désinstallé l'application, normalement iOS a dû te demander si tu voulais virer les données aussi. Alors généralement, les gens font pas trop attention et ont tendance à dire oui. Si tu réinstalles l'application 6 mois après, tes données, tu ne les as plus. Tandis qu'ici, à la rigueur, tu perds ton téléphone, tu le paumes, tu le laisses tomber dans les toilettes, comme on le montrait dans la petite vidéo illustrative. Voilà, tu reprends ton téléphone. C'est ça le véritable argument, en fait. Tu retrouves ton téléphone exactement tel qu'il était. La sauvegarde se fait en permanence. Et d'ailleurs, c'est un argument qui a dû plaire pas mal à tous les investisseurs qui ont backé le projet sur Kickstarter, parce que l'entreprise prévoyait de récolter $500 000 sur un mois. Et ils ont fait 80% de ça en un jour. D'accord, oui, donc c'est quand même... c'est un truc qui... L'argument tient la route, on est bien d'accord, évidemment. C'est bon de savoir, et c'est encore une histoire à suivre, évidemment. On va terminer la lettre S comme smartphone avec BlackBerry. BlackBerry qui n'est pas mort, le BlackBerry n'est pas mort. Mais il se ressuscite en quelque sorte, mais sous Android. Voilà, c'était quelque chose qui était attendu, annoncé, me semble-t-il, Adrien. Oui, tout à fait. Moi, c'est une news qui m'a fait plaisir parce que objectivement le matériel est pas mal. Donc c'est le BlackBerry Venise. D'accord. Sous Android. Et donc, il va arriver au mois de novembre aux États-Unis. Il aura un écran de type Edge 5,4 pouces, définition QHD, un processeur Hexa-Core 64 bits et 3 Go de RAM. Capteur photo 18 mégapixels et 5 mégapixels. Donc, ça, c'est le côté. Donc, c'est du bien gros. Et un clavier physique comme il faut. Oui, et il y a un clavier physique, en fait. Et c'est juste ce point-là, moi, qui m'a étonné. Outre le fait que BlackBerry existe encore, qui est assez remarquable. Mais oui, c'est un clavier physique, donc on le voit dans les images. Il y aura le clavier tactile de disponible et le clavier physique. Une sorte de tiroir en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est un slider, comme on appelle ça. Donc on fait glisser. Moi, c'est un accessoire qui me plaît encore assez, les claviers physiques, même si on a de plus en plus d'applis avec des claviers super efficaces comme SwiftKey entre autres. Je trouvais ça vraiment pas mal. Et donc je trouve que c'est original comme idée de faire ça. Ils se recyclent comme ils peuvent parce que c'est vrai que c'est une grosse boîte qui se casse la gueule malheureusement. Mais sinon, la seule inquiétude que j'ai, c'est qu'effectivement c'est une surcouche à eux qu'ils vont mettre par rapport à Android, mais qu'ils vont mettre apparemment leur store à eux. Donc, et le gros problème de BlackBerry, et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette conversion sous Android qui est en train de se faire, c'est que BlackBerry souffre d'un manque d'applications assez
assez fort. Donc à voir ce que ça va donner. Peut-être c'est une opportunité pour eux éventuellement de récupérer leurs anciens aficionados et il y en a chez eux. Et il y en a. Moi, je sais qu'il y a pas si... En fait, il doit y avoir 1 an ou 2, mais la Maison Blanche a quitté BlackBerry. Obama avait apporté BlackBerry à la Maison Blanche, il ne voulait pas le quitter. Et il faut rappeler que la société mère de BlackBerry, cette grande spécialité, c'est le cryptage. Donc, donc ça c'est finalement passé, entre guillemets. Et ça reste encore leur core business, mais en B2B. Là, les appareils, c'est plutôt pour le grand public. J'entendais Marc sourire, bruyamment, mais sourire quand même, par rapport à cette annonce. Non, je ne souriais pas méchamment ni bruyamment, mais bon, je m'étais un peu résolu à ne plus jamais entendre parler de BlackBerry. En fait. C'est comme Nokia. Donc ça me fait un peu plaisir. Voilà, ça prouve qu'ils sont pas totalement morts, contrairement à ce qu'on avait pu diagnostiquer dans la saison précédente des technos. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis content que c'était avant la saison précédente des technos. Encore plus. Oui. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Bah oui, ils ont du hardware qui tient bien la route. Ils avaient 2-3. Enfin, c'est une marque quand même qui a popularisé le smartphone. Il faut, même si quand je dis popularisé, c'était quand même parmi les couches les plus élitiques. C'était plutôt dans l'élite qu'il y avait du BlackBerry. BlackBerry chez certains était un signe d'intelligence. Voilà, c'est ça. Bon, allez, fini les smartphones pour en tout cas ce numéro. On termine ce 44e épisode qui est un petit peu long, mais c'est normal, c'est la rentrée, il y a des choses à dire. Avec le U, la lettre U comme Uber, c'est Xavier, notre autre comparse qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qui nous a fourgué cette information, mais qui est de première main parce que Uber lance Uber X à Bruxelles. Ouais, Xavier, bonne chance pour ton CA. C'est pour ça qu'il n'était pas avec nous. Pas trop prise de tête. Ouais, Uber, en fait, a annoncé aujourd'hui, c'était un peu dans toutes les news aussi, dans tous les journaux télévisés. D'ailleurs, ce qui m'a bien fait marrer, petite parenthèse, c'est que les journalistes ont été prévenus de l'endroit exact de la conférence un quart d'heure ou une demi-heure avant, tellement les gars d'Uber ont été traumatisés par les brûlages de taxis et trucs comme ça. Donc voilà, ils ont vraiment pris toutes les précautions. Précautions. Oui, parce qu'ici, en fait, Uber, ils sont maintenant avec Uber X, ça c'est le modèle, on va dire, professionnel C'est le modèle professionnel. La différence par rapport au modèle standard de Uber, c'est qu'ici, ça se positionne un peu comme un service de luxe, mais avec le corollaire que les chauffeurs sont des professionnels. C'est-à-dire que les chauffeurs doivent être vraiment repris comme professionnel, avoir un numéro de TVA, être indépendant, etc. Et donc, le service qui avait à l'époque provoqué quand même pas mal d'émoi et pas mal de remous avant les vacances. On a en mémoire ces images de bagnoles qui brûlent au milieu du périphérique parisien. Voilà, ou de clients Uber qui se font tabasser. Voilà. Uber essaye vraiment de s'éloigner un petit peu de cette image en lançant ici une offre qui est un peu plus élitiste, mais qu'ils garantissent comme toujours moins cher, 25 à 30% moins cher que ce qu'on paierait avec un taxi normal. Bon. Il faut voir ce que UberX va offrir concrètement par rapport à UberPop. Bon, la condition qui est mise en avant est un peu light, si je peux me permettre, dans le sens où les voitures utilisées ne peuvent pas avoir plus de 7 ans. Et proposer et être capable de disposer d'une petite bouteille d'eau pour les clients. Voilà. Moi, ça me fait toujours penser à ces taxis. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce truc-là. Au Japon, les taxis, c'est une institution. Il est impossible de se fâcher avec un taximan au Japon. Certains vous proposent même le karaoké dans leur voiture. La moindre course, c'est un plaisir, paraît-il. Vous avez accès à de la nourriture, à de la boisson. Vous avez toutes les prises possibles et imaginables pour recharger votre smartphone. Vous avez des accès à Internet. Voilà. Alors, d'un côté, on a nos taxis à nous. On ne va pas revenir dessus. On a Uber qui essaye de se démarquer un peu, mais les arguments me font quand même marrer. Bon, on va voir. On leur souhaite que du bien. Après tout, on n'est pas là pour les critiquer.
On verra. On verra. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, dans la grille tarifaire, entre guillemets, d'après ce que eux disent, toujours, c'est que le moins cher, bon, ça reste Uber Pop, mais qui est entre guillemets illégal, en tout cas en Belgique, voilà, même pas toléré, normalement pas toléré. Gros guillemets. Oui, et puis maintenant, si on monte de tarif, on a Uber X, et puis après on a les taxis, et puis après le chauffeur privé, ou je ne sais pas quoi d'autre. Bref, voilà, ça vient en plus dans l'offre. On verra un petit peu comment, déjà comment la profession de taxi va interpréter la chose, parce que je pense pas que ça va pas passer aussi facilement qu'on l'imagine, même si là les choses sont beaucoup plus réglementaires. On avait parlé de l'histoire les problèmes de fiscalité qu'induisaient les conducteurs Uber Pop, etc. Donc là, les choses se règlent de manière un petit peu plus naturelle, puisque j'imagine que ce sont des chauffeurs indépendants qui ont un numéro de TVA, etc. etc. Donc peut-être affaire à suivre, mais on notera au passage que même si ça reste une start-up, Uber, on est de moins en moins technologique sur ce sujet, et que finalement, nous, en tant que podcast high-tech, on va de plus en plus se séparer, se distancier un petit peu de ce type d'actualité, même si ça nous intéresse, effectivement, et qu'on s'intéresse toujours, évidemment, à la vie des startups quand elles sont technologiques. Marc, tu voulais rajouter un truc? Petite remarque, justement, par rapport à ça. Ce genre de sujet, on va s'en éloigner parce qu'effectivement, ça nous déroute un peu de notre core business qui est la technologie sous toutes ses formes. Mais force est de constater que ce qui était parti comme une aventure technologique, parce qu'à la base, il y a de la technologie, devient sociétal et un peu par la force des choses. Parce que je ne sais plus c'est dans quel pays, je crois que c'est au Venezuela, où Uber a été carrément obligé de cesser ses activités de transport de personnes et pour survivre, pour avoir une implantation, s'est reconverti dans la livraison de plats. Oui, c'est ça, oui. C'est un truc assez hallucinant. Donc, la société, oui, a sa pression aussi, mais notre éloignement par rapport au sujet sous l'égide de la technologie est un peu un état de fait qu'on ne maîtrise pas non plus. Oui, donc, on en parle parce que ça nous plaît toujours, mais c'est clair que c'était plus pour le clin d'œil ici. Oui, bien sûr, effectivement. Donc, on suivra encore, évidemment, parce que ça, comme tu viens de l'expliquer, ça peut nous intéresser, mais évidemment, c'est nettement moins technologique, sauf s'il y a de nouvelles avancées sur leur application, mais elle existe. Elle fonctionne même plutôt pas mal. La prochaine avancée technologique, ce sera quand ils mettront en place leur véhicule sans chauffeur. Sans chauffeur, ça c'est évidemment ce que tout le monde attend, en tout cas ce que tout le monde imagine comme étant le modèle économique in fine de Uber, et peut-être aussi avec l'aide de Google, pourquoi pas, ou d'autres comme Tesla par exemple, on en avait déjà parlé également. Voilà un numéro 44 bien dense. Je pense qu'on a bien fait le tour de l'actualité de cette semaine. Ce n'était qu'une semaine de technologie vue par seulement 2 de nos chroniqueurs. Imaginez si on met tout bout à bout. Ça vous fait une saison complète. C'est une saison qui vient de démarrer et on vous la souhaite très très bonne, évidemment. Merci Adrien de nous avoir rejoints cette semaine. À très très vite, évidemment, comme Marc par exemple. Et puis je pense que la semaine prochaine, on aura le retour de, par exemple, Xavier ou David ou Sébastien. Ou Patrick, etc. Et bien entendu, toujours nos hors-séries qui continuent, évidemment. On en a encore quelques-uns en réserve, ne vous inquiétez pas. On a encore 2-3 petites choses comme ça à vous proposer. Très très bonne semaine à tous. N'hésitez pas à commenter ce numéro, comme tous les autres d'ailleurs, à apporter également vos informations. Si on a dit des bêtises, il faut nous pardonner. N'hésitez pas à nous corriger. On le prendra bien. Ne vous inquiétez pas. À très bientôt. Au revoir.